Français parlent aux Français. Bonjour, bonjour à tous chers abonnés. Les vidéos de la semaine. Belloubet est la menteuse. On oublie ses oublis. Elle avait oublié de déclarer beaucoup de choses dans son patrimoine. Donc j'y reviens dans la première vidéo TikTok. Ensuite, François Bayrou, qui est disculpé, alors que son trésorier est condamné pour complicité de détournement. Alors, comment peut-on être complice de Bayrou, qui lui est innocent? Vous allez comprendre. C'est la deuxième vidéo. On revient sur l'Ukraine pour la troisième partie, avec un extrait du sénateur Kennedy. Donc, ça va être chaud, très très chaud. Et puis, on revient sur Mayotte et le droit du sol. Et ensuite, au sein d'un club de basket, un Français s'est fait casser la figure et défigurer par une personne d'origine africaine qui a un permis de séjour. Et ce monsieur, qui l'a tabassé alors qu'il était déjà inconscient à terre, n'a seulement que 6 mois avec sursis concernant cette agression. Voilà. Quand on voit que parfois que certains jeunes patriotes, simplement pour avoir mis un drapeau ou certaines affiches, sont condamnés à de la prison ferme, et là, quelqu'un qui vous casse la gueule, c'est le cas de le dire, a seulement 6 mois avec sursis. Et non-inscription au casier judiciaire pour qu'on puisse lui renouveler son permis de séjour. Incroyable. Allez, je vous laisse en tous les cas, et puis c'est toujours aussi calme sur ma chaîne YouTube. 200 et quelques vues, c'est incompréhensible. Enfin bref, allez. À plus, merci de votre confiance en tous les cas, et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler du cas Belloubet et je vais vous rappeler certaines choses pas très reluisantes sur cette personne. Effectivement, en quelques mois, la France, relativement médusée, a assisté à un étrange imbroglio autour de la désignation simplement d'un ministre chargé de diriger l'éducation nationale. Voilà. Pendant plusieurs années, nous avons eu donc M. Blanquer, dont pourtant les réformes n'ont fait qu'aggraver la crise du lycée et du baccalauréat. Pourtant, c'était quand même un héros de la laïcité. Bon. Et puis après, en 2022, est venu Pape Ndiaye, réputé pour des positions favorables au multiculturalisme, dans lequel il s'est empêtré carrément. Et puis après, il y a eu M. Attal, qui lui a accédé pendant 5 mois, et puis ça a attiré les louanges de pas mal de gens, d'une majorité de l'opinion, même des partis d'opposition qui ont trouvé que condamner l'abaya, c'était déjà bien. Voilà, ça a fait une espèce de courant d'espérance. Voilà. Et puis la remplaçante, Oudéa Castéra, ça n'a duré qu'un mois. Et puis maintenant, Madame Belloubet, elle est connue pour avoir déclaré quelques années auparavant, rappelez-vous, c'est au sujet de l'affaire Mila, l'insulte à la religion, c'est grave. Et voilà, donc vous vous apercevez qu'il y a une nouvelle inflexion vers de nouveau une sensibilité multiculturelle. Donc pour des dizaines de millions de Français victimes à travers leurs enfants de la catastrophe scolaire, tous ces événements, ces marches avant, marches arrière, ne peuvent qu'amplifier un découragement, un écœurement. Mettre Belloubet, c'est remettre Pape Ndiaye. C'est une farce. On met ceux qui n'ont rien réussi, les incompétents. Alors je me pose une question, cela voudrait-il dire que des vraies personnes compétentes ne veulent pas travailler avec Emmanuel Macron? Voilà. Alors ce que je voudrais rappeler, moi, sur Belloubet, ce sont tous ces mensonges. Effectivement, c'est une ancienne rectrice d'académie, et puis ancienne garde des Sceaux. Cette ministre n'avait pas mentionné ses parts dans une première déclaration déposée le 21 juin 2017, après son entrée au gouvernement. Elle avait oublié dans sa déclaration de patrimoine sa maison de 184 mètres carrés dans l'Aveyron,
Et elle a oublié 2 appartements à Paris de 61 et 32 mètres carrés. Voilà, donc des pauvres écoliers, collégiens et lycéens, c'est le retour à la décadence de l'école. Voilà. Vraiment, quelle mauvaise foi, Madame Belloubet. Alors, c'est une intelligence supérieure, mais c'est un monde de pourri. Franchement, qui pourrait oublier de déclarer une maison et 2 appartements? On prend vraiment les Français pour des cons. Pauvre France. Et puis, pour vous montrer, c'est incroyable que Attal met quelqu'un en place qui est le contraire de ce qu'il disait penser. Elle disait à l'époque que la restauration de l'autorité ou le port de la blouse, c'était des fariboles, alors que c'était justement le cheval de bataille de Attal. Pour elle, il fallait sortir du cadre rigide du cours magistral, laisser du temps et de l'autonomie aux jeunes et ménager le droit à l'erreur dans les processus d'apprentissage. Mais voyons, il faut leur laisser du temps à ces pauvres chérubins. Bon, je crois que vu le niveau scolaire, on leur a laissé du temps. Hein. Voilà. Il fallait moderniser les supports en considérant les possibilités offertes par le numérique au prisme de leur intérêt pédagogique. Donc beaucoup d'Internet et d'ordinateurs. Hein, et on peut se poser la question, car récemment, Gabriel Attal alertait sur la trop grande importante exposition des enfants aux écrans, notamment à l'école, quand il était ministre de l'Éducation nationale il y a quelques mois. Donc ça veut dire que on a complètement des avis opposés entre Attal et sa ministre. Alors, plus d'écran pour l'une, moins d'écran pour Attal, etc., etc. Plus d'autorité pour Attal, moins d'autorité pour Belloubet. Donc, voilà, c'est complètement n'importe quoi. On peut rappeler, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qu'elle avait fait libérer des milliers de prisonniers durant le Covid, qu'elle avait fait installer des téléphones dans les prisons, enfin que c'était le laxisme de gauche, hein, socialo-bobo. Voilà. Bon, c'était un petit rappel, donc rien à attendre de cette personne. Allez, à plus et partagez. Merci, au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir TikTok. François Bayrou, 72 ans, n'est pas condamné en l'absence de toute preuve au bénéfice du doute. Ouais. Donc, je suis allé un petit peu à la pêche aux informations ce dimanche, parce qu'il y a des trucs. Mais le trésorier du parti de François Bayrou, M. Mercier, est condamné pour complicité de détournement de fonds publics. 18 mois avec sursis et 20 000 € d'amende. Donc le trésorier est complice de François Bayrou, parce qu'il est condamné pour complicité de détournement. Mais François Bayrou n'aurait rien fait, donc il n'est pas condamné, car il y a absence de preuves pour Bayrou. Mais suffisamment de preuves pour condamner le trésorier. Il n'y a pas un problème là? Ah oui, j'y suis. Il n'y a pas de preuve que François Bayrou ait donné des ordres pour le montage de l'opération. Mais on condamne le parti, donc Modem, exactement UDF 100 000 € et Modem 300 000 € ferme, plus encore 50 ou 100 000 avec sursis. Voilà, on condamne le parti, donc à 300 000 € le Modem, et 5 eurodéputés Modem sont condamnés à de 10 à 18 mois avec sursis de prison et de 10 à 50 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis. Mais je croyais que c'était en l'absence de toute preuve, au bénéfice de doute. Alors, selon la justice, il y a bien eu détournement de fonds publics. Des assistants parlementaires rémunérés sur les fonds du Parlement européen effectuent des tâches au profit du parti. Et dans sa conclusion, le président du tribunal nous dit « Il est très probable que les actes commis par au moins 3 des prévenus l'ont été avec l'autorisation de François Bayrou. » Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve de cette autorisation. Donc, le magistrat a prononcé la relaxe du patron du Modem au bénéfice du doute. Car
il faut savoir que l'estimant coupable de faits portant atteinte aux valeurs de probité et d'exemplarité qu'il promeut, le parquet avait requis contre François Bayrou 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. Le ministère public l'accusait d'avoir été le décideur principal d'un système frauduleux ayant consisté en 2005 et 2017 à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillent en réalité pour les organisations centristes en France. Voilà. Alors expliquez-moi comment le trésorier et les eurodéputés peuvent être condamnés et François Bayrou, lui, il est de bonne foi, il est au courant de rien. Il est juste président, mais il est responsable mais pas coupable. Mais attention, le parquet fait appel de cette relaxe et comme François Bayrou ne semble plus être sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, parce que maintenant il y a un désaccord, il n'est pas rentré au gouvernement, qui sait, il y aura peut-être, comment dire, des consignes pour, étant donné que François Bayrou ne sert plus Emmanuel Macron, ne veut plus l'aider dans la gestion du gouvernement, et que certaines personnes du MoDem y vont carrément par appât du gain, mais se foutent de ce que peut dire François Bayrou. Donc, il va peut-être essayer de l'enfoncer et de faire en sorte que l'appel marche et qu'il n'y ait plus cette relaxe et que François Bayrou soit condamné. L'avenir nous le dira. Mais c'est ça, c'est la jungle. Mais enfin, bon, François Bayrou n'est pas condamné en l'absence de toute preuve, mais il y a suffisamment de preuves pour condamner les autres. Justice. Justice de mes deux. Bon, ben sur ce, partagez, j'espère que vous m'avez suivi. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Dans quelques jours, ça sera l'anniversaire, déjà 2 ans de guerre en Ukraine, malheureusement. On s'approche de cette date anniversaire. Le monde bien pensant, politiquement correct, reproche à Vladimir Poutine de vouloir un état de guerre permanent. Ça serait la condition de son maintien au pouvoir et de la survie de son régime. Bien. Ça, c'est eux qui le disent. Rappelez-vous que c'est les mêmes gens qui disaient il y a 2 ans que Poutine était gravement malade, qu'il allait presque bientôt mourir, qu'il avait un cancer je ne sais où. Quand on voit l'aspect physique de Poutine par rapport à Joe Biden et ses graves absences cérébrales, je ferais plus confiance à Poutine pour conduire ma voiture plutôt qu'à Biden. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, le monde des bien-pensants semble prendre conscience quand même de la supériorité militaire de la Russie face à l'Ukraine, qui est dopée militairement et financièrement avec notre argent par l'OTAN, l'Union européenne, qui projette encore de donner 50 milliards. Et ces bien-pensants ne cessent de lancer des appels à consommer toujours plus d'argent pour la guerre. On est quand même face à la Russie, soutenue par la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Et nous, on voudrait encore plus de guerre, plus une escalade militaire pour faire basculer le rapport de force en faveur de l'Ukraine. Cette Ukraine qui a perdu au moins 135 000 soldats, des jeunes, et maintenant il en manque. Et certains ne veulent plus y aller et désertent ou essayent de partir dans les pays étrangers. Et on a vu des arrestations de jeunes pour les envoyer directement sur le front. Voilà. Vous allez écouter le sénateur Kennedy. C'était il y a, je crois, 3 jours. Il nous explique que les États-Unis ont déjà donné plus de 100 milliards, 110 milliards, 120 milliards. On projette d'en donner encore, mais que quelque part, ces milliards qui sont donnés reviennent dans la poche des entreprises américaines, des multinationales qui fournissent des armes. Donc ils donnent, mais en fin de compte, derrière, ils facturent et ça revient dans leur poche. C'est même quelque part l'État américain qui donne de l'argent et ça revient dans les poches des multinationales.
C'est presque du blanchiment d'argent, c'est un petit peu ce qu'explique le sénateur Kennedy. Je vous laisse avec lui, on a pour à peu près 4 minutes. Très intéressant, c'est quand même un sénateur. Il est américain, mais on va peut-être pas dire qu'il est pro-russe, n'est-ce pas? Pourtant, elle explique les choses comme elles le sont. Voilà. On écoute. Merci. This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It is going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainians, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. Bonsoir TikTok. On va parler de Mayotte. On n'y vit plus normalement, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus sortir le soir sans risque de perdre sa vie. Voilà, hein, il y a urgence. La population a exprimé des demandes très fortes concernant l'évacuation des demandeurs d'asile.
Il y a aussi le sujet de la fin du visa territorialisé qui fixe les migrants à Mayotte. Rendez-vous, compte, plus d'une personne sur deux à Mayotte est étrangère. Et évidemment, il n'y a plus la capacité de les accueillir. Cela correspond à 33 millions d'étrangers en France. Voilà, sans papier, hein, illégaux bien entendu, voilà. Donc, il faut quand même se rappeler qu'à Mayotte, on est à 12 000 naissances par an, c'est donc la plus grosse maternité d'Europe, mais 90% des mamans qui accouchent, on appelle ça des parturiantes, eh ben elles sont étrangères. Hein. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un visa? Donc il faut attaquer absolument ce sujet du flux migratoire qui arrive quotidiennement, des centaines de personnes tous les jours qui débarquent illégalement. Donc on a commencé à connaître un peu mieux ce sujet avec Estelle Youssoufra, qui est la députée que vous avez pu voir dans de nombreuses radios et télévisions. Voilà, hein. Elle nous explique que l'arme migratoire est un levier formidable pour déstabiliser ce département, Mayotte. Hein. C'est une cocotte minute qui est en train d'exploser. Il y a des crises qui se suivent comme ça, de plus en plus graves. Il y a maintenant des collectifs citoyens. On est à 3 semaines de blocage à Mayotte. Il n'y a plus de circulation. Il y a des barrages de citoyens qui protestent contre cette insécurité. Les forces de l'ordre n'y arrivent plus. Je crois qu'il y a 800, 900 gendarmes sur cette île. Mais bon, il y a tellement de bandes armées avec des machettes qui se baladent. Voilà, bon, Darmanin a fait un saut, il a parlé du droit du sol, mais bon, ça va être beaucoup trop long, trop lent pour ces personnes, nos compatriotes mahorais. La solution ne va pas être très très rapide, et puis alors en plus, on a certaines personnes de gauche qui sont contre l'abolition du droit du sol. Il semblerait que, par exemple, pour la France insoumise, le droit des étrangers soit plus important que la sécurité de nos compatriotes mahorais. Donc voilà. Donc on laisse Estelle Youssoufra, députée, nous expliquer un petit peu durant 5 minutes, et je trouve que c'est très très intéressant de se rendre compte un petit peu de la situation. Mais en France, dans 20 ans, si rien n'est fait, quand on voit le déferlement de violence de l'été dernier, des jeunes, entre guillemets, des jeunes désœuvrés, dans nos banlieues, qui nous dit que nous n'aurons pas des bandes armées tout au long de l'année qui viennent se défouler dans certains quartiers, casser de la voiture, casser des monuments publics, etc., etc. Bref. Si rien n'est fait. Allez, on écoute Estelle Youssoufra. Merci Célia Barotte pour ce point complet. Le droit du sol, François Pupponi, à chaque fois que ce mot est prononcé, bon, c'est vrai que ça fait des réactions et des polémiques sans fin à gauche. On va écouter Manuel Bompard qui était ce matin notre invité, mais à droite aussi, parce que chacun demande la généralisation de l'abolition du droit du sol. C'est un sujet tabou dont on n'ose pas parler depuis les années 80. On n'osait plus en parler. Et là, Gérald Darmanin. Pourquoi depuis les années 80? Oui, parce que depuis que la gauche est arrivée au pouvoir. De Jean-Marie Le Pen qui disait il faut revenir au droit du sol, il faut empêcher, regardez ce qui va se passer dans notre pays. Et la gauche disait non, pas du tout. Il ne faut surtout pas toucher à ce principe sacro-saint qui est une des valeurs de notre République. Là, Gérald Darmanin, hier, dit officiellement que le gouvernement est prêt à demander au Parlement de revenir pour Mayotte pour l'instant, sur le problème du droit du sol. C'est donc un débat qui est relancé. On voit bien la stratégie qui est celle du gouvernement derrière. Sera-t-il capable de faire voter ce texte? On verra bien. Mais c'est effectivement... Oui. Il y a beaucoup de questions sur le vote de ce texte par le Parlement. Un tabou qui tombe, mais ce n'était pas fait... Enfin, ça a été voulu penser pour que le débat s'anime dans notre pays. Estelle Youssoufra vient de nous rejoindre. Bonsoir, vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes venue régulièrement sur nos plateaux pour dénoncer la situation à Mayotte, qui est absolument inacceptable. Je l'évoquais il y a quelques instants. L'abolition du droit du sol, c'est la solution miracle pour régler tous les problèmes de Mayotte ou pas, Madame Youssoufra? Il n'y a pas de solution miracle pour régler 20 ans d'incurie, ça c'est clair. Par contre, mettre fin à la pompe aspirante en abolissant le droit du sol, c'est le seul moyen
d'empêcher l'afflux quotidien de centaines de migrants qui débarquent sur nos plages. Parce Il y a combien de bébés qui naissent à la maternité, par exemple? On est à 12 000 naissances par an, plus de 900 dans les bidonvilles. Et le seul objet, c'est 90% de ces naissances sont le fait de mères étrangères qui sont automatiquement protégées et inexpulsables parce qu'elles ont un enfant potentiellement français. Donc c'est ça le sujet de l'abolition du droit du sol. Ça veut dire fin de la délivrance automatique de visas pour elles. C'est 90% des visas qui sont délivrés à Mayotte. Hein. C'est des mères qui ont fait des bébés papiers. Et puis qui, des bébés qui sont réels, mais qui leur procurent des papiers. Nous, on les appelle comme ça parce qu'en fait, ces enfants, quand elles sont arrêtées, elles disent ce ne sont pas les miens. Ah oui. Pour en fait qu'ils restent sur le territoire et ces mères réapparaissent quand ils ont 16, 17, 18 ans. Donc ils sont abandonnés. Et ils sont abandonnés. C'est pour ça qu'on est avec des dizaines de milliers d'enfants isolés, seuls à Mayotte. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de solutions radicales parce que la situation, elle est gravissime. Et j'entends tout à fait, vous avez raison, Monsieur Pupponi, c'est un énorme pari pour l'exécutif, mais en fait, moi, j'ai besoin de vous dire que ça sera bas les masques. Hein. Les vrais faux amis de Mayotte, ceux qui sont en train d'utiliser Mayotte toute la journée pour se gargariser d'un éventuel... Bah oui, d'un éventuel risque ou que à gauche, quand ils sont aux abonnés absents, quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas droit à l'éducation, à la justice, etc. Ou alors de faire peur à monsieur et madame Michu en leur disant vous, ce qui se passe à Mayotte, ça se passe chez vous. Mais non, ce qui se passe chez vous, c'est pas des jeunes avec des machettes, hein, en fait. Faut quand même comprendre que chez vous, c'est pas des enfants qui vont sous protection de la gendarmerie à l'école. Moi, j'ai des bus scolaires blindés, c'est ça? Les bus scolaires, les bus des soignants à Mayotte vont au travail sous protection de la gendarmerie. La gendarmerie peut pas protéger tout le monde, donc tout le monde autour de cette table risque sa peau quand on va faire ses courses, on envoie ses gosses à l'école, va travailler. C'est pas ça ici. Moi, je suis surtout touchée par la compassion du reste du pays, la population qui est scandalisée par ce qui se passe à Mayotte, mais il va falloir que tous dans l'hémicycle, comme au Sénat, on prenne nos responsabilités. Il ne va pas falloir utiliser les européennes pour que Mayotte soit l'otage de toutes les positions politiciennes des uns et des autres. Parce que je vois les Twitter là, de tout le monde là. Je rappelle qu'à Mayotte, la plupart des élus locaux sont des élus LR. Il va falloir qu'ils rappellent 2-3 trucs à Paris et que Madame Le Pen se souvienne des scores qu'elle fait à Mayotte. Parce que les électeurs mahorais ont placé beaucoup de confiance en elle. Et donc, à un moment, il va falloir que tout le monde assume de dire qu'on est des partis de gouvernement. Mais en fait, soit vous êtes tout le temps dans toute opposition à toute solution, soit quand il y a une solution constructive, d'où qu'elle vienne, on y travaille. Moi, travailler avec l'exécutif, je rappelle que je fais partie de l'opposition, c'est quand même pas écrit sur mon front que je travaille avec. Avec eux. Bon. Et on va revenir sur le droit du sol dans un instant. Joseph, je vois que ça vous intéresse beaucoup. Joseph Massescaron. Moi, ça me passionne parce que, oui, vraiment, en 86, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait, je dis monsieur, Henri Jean-Baptiste. Oui. Qui vous dit certainement un grand monsieur, oui. Un grand monsieur. Un grand monsieur qui avait vraiment Mayotte au cœur. Et quand je vous entends, j'ai l'impression de l'entendre. Voilà. Donc, oui, ça me dit quelque chose. Et vous voyez, 86, ce type de problématique, nous sommes en 2023, s'il n'y a pas l'illustration, 2024, pardonnez-moi. 2024, oui, mais parfois avec eux, on ne sait plus. Non, 2024, et franchement, on se dit, mais c'est juste... Bonjour à tous, bonjour TikTok. Ce matin, chose très rare, j'allume le téléviseur et sur CNews, je vois un fait divers. Un Français défiguré par un Camerounais. Ça se passe à Marolles en Hurepoix, dans le 91. Michael, père de 2 enfants, défiguré à vie par un migrant camerounais qui joue pourtant dans le même club de basket. Bon, je pense qu'ils ont dû avoir un différent sur la tactique, si vous voulez. Et ce Camerounais s'en est pris à... Il a pété les plombs, il s'en est pris à Michael. Et puis l'autre s'est tapé la tête, il était inconscient, mais le Camerounais l'a quand même battu au sol. Voilà. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que il a fallu attendre 3 mois pour arrêter ce sinistre personnage violent. Il a fallu encore d'autres mois pour que ça puisse passer au tribunal. Et la justice fait une fleur à l'agresseur en ne mentionnant pas la peine.
6 mois avec sursis, hein, pour avoir quand même démoli un mec qui va être handicapé à vie, qui va être défiguré, qui aura des séquelles. Hein. 6 mois avec sursis. Et puis, ça ne sera pas mentionné dans son casier afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour. Que dire? Voilà, Mickaël va être marqué à vie. C'est traumatisant, quoi, quand vous faites vraiment, c'est le cas de le dire, casser la figure. Et ce pauvre Camerounais, on va pas marquer dans son dossier, parce que vous comprenez, il serait obligé de retourner dans son pays à l'échéance de son titre de séjour. Mais c'est un truc incroyable, quoi. Cette justice, une femme, juge. Voilà, donc dont acte. Je vous passe quelques minutes de l'émission de CNews, et puis voilà, ça vaut dans l'ordre d'idée, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, ça m'a sauté aux yeux, c'est le cas de le dire, mais pratiquement tous les jours, c'est à peu près le même genre. Donc, c'est malheureux parce que ça peut paraître raciste ou autre, mais ce que je veux dire par là, c'est les assaillants ont toujours des excuses et on est très très laxiste avec. Et le français, il a beau se plaindre, je mets entre guillemets, hein, mais comprenez, on peut être de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, je veux dire, le type, vous faites casser la gueule par un gars qui a pris un accès de folie comme ça, et il n'a rien, qu'il soit camerounais ou autre. Mais en plus, là, le gars, théoriquement, vous avez un titre de séjour, vous n'avez pas intérêt à faire le malin quand même, retrouver... eh ben non, monsieur, allez, je me tape la gueule d'un Français, et puis voilà, et puis pépère, et puis je risque rien pour mon titre de séjour. Donc, si on garde tous les délinquants, comprenez que ça porte préjudice à tous les gens issus de l'immigration, qui eux n'ont rien à se reprocher, qui vivent en bonne intelligence. C'est ça que je vais expliquer aussi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en prime abord, on va dire, ah, non. C'est que du coup, maintenant, vous ne savez plus, j'ai d'autres exemples, un jour je vous en parlerai, et c'est flagrant, quoi, c'est flagrant. Et bref, allez, au revoir, partagez, on regarde CNews, quelques minutes pour avoir plus d'informations, notamment l'avocat qui a défendu Mickaël, qui explique qu'il n'en revient pas. Allez, à plus, au revoir. Maître Pierre-Henri Bovis, bonjour. Merci d'être avec nous. On n'avait pas prévu de vous avoir, mais vous êtes le bienvenu toujours, bien évidemment. Et expliquez-moi, parce que c'est l'objet du débat depuis tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi la juge a décidé de faire une fleur à cet agresseur et pourquoi elle a décidé de ne pas l'inscrire à son casier judiciaire. Écoutez, en fait, ce dossier, si vous voulez, est lunaire et reflète, un, les dysfonctionnements de la justice, premièrement, et deux, le laxisme judiciaire ambiant. Pourquoi dysfonctionnement? Puisque vous avez une agression réalisée sous des témoins, sous l'œil de témoins, avec un auteur parfaitement identifié. On attend 3 mois avant que l'auteur des faits soit convoqué, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, une CRPC, c'est-à-dire une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est décidée dans ce dossier, alors que ça devrait être un dossier correctionnel. Je le rappelle, une CRPC, ce sont pour des délits mineurs. Vous brûlez un feu rouge, vous faites un excès de vitesse, vous passez en CRPC, pas si vous cassez la gueule de quelqu'un avec plus de 20 jours d'ITT. Donc, si vous voulez, un, dysfonctionnement de la justice avec une lenteur, mais gigantesque, et deux, en plus, un laxisme judiciaire, comme vous l'avez dit, 6 mois avec sursis, et ces 6 mois-là ne seront pas mentionnés au casier judiciaire. Pourquoi? Parce que ce serait un frein au renouvellement du titre de séjour de l'auteur des faits. Alors que, je le rappelle, un titre de séjour, c'est répondre à certaines conditions, dont notamment des conditions de moralité, dont notamment des conditions d'intégration, de bonnes mœurs. Donc, si vous voulez, c'est s'asseoir sur les valeurs de la République et c'est surtout envoyer un message effarant. Les autorités administratives n'auront pas connaissance des faits qui ont été commis par cet individu qui va demander le renouvellement de son titre de séjour. C'est scandaleux. Et lorsque j'ai entendu la juge, à plusieurs reprises d'ailleurs dans plusieurs dossiers, dire que la justice faisait des fleurs aux prévenus, non, la justice n'a pas à faire de fleurs. La justice, ce ne sont pas des jardiniers, ce sont des magistrats. Ils sont là pour appliquer la loi et non pas pour afficher une certaine complaisance envers des prévenus au détriment des victimes. Mais maître, juste petite question rapide, pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix, cette juge, c'est une femme je suppose, pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix que cet homme, cet agresseur reste en France? Enfin pourquoi? Parce que, si vous voulez, on s'inscrit dans cette logique de bien-pensance qui est de dire qu'on va donner une seconde chance. Alors évidemment qu'il faut donner des secondes chances, évidemment qu'il faut favoriser la réintégration, mais cette réintégration ne doit pas s'asseoir sur ce qui fait les valeurs de la République et surtout ne doit pas se faire au détriment des victimes. Imaginez un peu, nous sommes dans la salle d'audience, la victime
mon client est à côté de moi, entend la juge dire que, écoutez, il n'y aura pas de mention au casier, on va vous faire une fleur, vous inquiétez pas. En revanche, quand mon client demande est-ce qu'il y a une mesure d'éloignement qui soit ordonnée, ah ben non, là, cette fois-ci, on ne va pas faire de fleurs à la victime. Imaginez un peu dans quel état la victime se trouvait à ce moment-là. Donc cette justice-là n'est pas réparatrice et surtout cette justice-là ne sanctionne pas les faits. Encore une fois, une prison avec sursis, ça veut dire que l'individu doit bien se comporter dans les 5 ans à venir. Mais attendez, la vraie sanction dans ce cadre-là, c'est le titre de séjour. Cet individu est en sursis en France et il a une épée de Damoclès, il doit bien se comporter, il doit effectivement trouver un emploi, il doit avoir un logement, mais surtout il doit ne pas commettre de délit. Il doit avoir un casier judiciaire vierge et surtout doit répondre aux valeurs de la République. Et ces conditions-là ne sont pas manifestement remplies, mais les autorités administratives ne le sauront pas. Donc maintenant, vous dire pourquoi la juge a agi de cette manière, c'est encore une fois, on s'inscrit dans cette logique de laxisme judiciaire qui rend la justice aujourd'hui dans un état de déliquescence totale.